Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, 17h temps universel. Et pour nous faire part de vos commentaires, vous le savez, c'est notre page Facebook qui vous attend, c'est facebook.com/le grand débat. Africa. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Au sommaire de ce grand débat en Afrique centrale, le laborieux processus d'intégration régionale des économies plongées dans le marasme est menacé de rupture, malgré la présence de précieuses ressources naturelles, une monnaie régulièrement menacée de dévaluation, une faiblesse endémique des échanges commerciaux intra-régionaux, des difficultés persistantes à traduire dans la réalité le principe de la libre circulation des personnes et des biens, des résistances nationales face à la production d'un passeport régional. Comment expliquer donc la difficile mise en œuvre des différents chapitres de l'intégration régionale dans la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, alors que des avancées notables ont été réalisées au cours des 40 dernières années en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Quels sont les freins politiques, sociaux, voire culturels au processus d'intégration en Afrique centrale? Élément de réponse avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par François Richard. Le Grand Débat, Africa Radio. Également le grand débat sur facebook.com/le grand débat en direct. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Merci de la fidélité. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Berlin, à Lomé, à Cotonou, à Lubumbashi, à Abidjan, bien sûr, à Montréal, à Cotonou, ou encore à Douala. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook et bien sûr toujours notre pensée rituelle à nos amis de Bujumbura au Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires, le grand débat sur Africa Radio. 6 pays concernés par notre débat du jour: Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, pays membres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, dont la monnaie commune est le franc CFA et représentant un marché de 30 millions de consommateurs. Pourquoi donc est-il plus difficile dans cette région qu'ailleurs sur le continent d'engager des politiques d'intégration régionale efficientes? C'est la question au cœur de ce grand débat. Et pour en parler, nous recevons dans cette édition du grand débat Yves-Stéphane Bellé. Bonsoir. Bonsoir Francis et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Merci d'être là. Yves-Stéphane Bellé, vous êtes analyste financier, responsable gestion assurance risque. Au téléphone avec nous depuis Brazzaville, Daniel Ngassiki. Bonsoir. Bonsoir Francis. Daniel Ngassiki, économiste et consultant, ancien secrétaire général de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, la BEAC, et auteur notamment de L'économie au canon de l'infinitique inclusive aux éditions Cartala. Et tout à l'heure, nous serons également en compagnie de Noël Magloire Ndoba qui va nous rejoindre, économiste et ancien doyen de la faculté des sciences économiques de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Alors, Yves-Stéphane Bellé, on va commencer avec vous quelques premiers éléments d'appréciation de la situation. Il aura fallu 15 ans de négociations précédées de plusieurs autres années de débats pour que les États membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, décident de prendre acte fin octobre 2016 de l'accord de libre circulation des personnes dans la sous-région. En 2000, on s'en souvient, l'idée d'un passeport CEMAC avait été avancée puis décidée, mais peine toujours à être concrétisée. On peut également évoquer la grande faiblesse des échanges intra-régionaux. Alors pourquoi le processus d'intégration régionale est-il plus laborieux dans cette région qu'ailleurs? À cause de 2 éléments. Le premier élément, c'est la volonté politique qui manque, et puis la lutte des égos, dont à partir de ces 2 éléments... Les égos de qui? Des égos, j'allais dire des présidents qui sont en place depuis un certain temps dans cette sous-région d'Afrique. Est-ce que vous voulez dire que finalement les freins à l'intégration, la frilosité des États, tout cela est lié à la nature même des États? En partie, il y a la nature des États, la balkanisation aussi des États, et dans un troisième temps... Il n'y a pas qu'en Afrique centrale qu'il y a balkanisation. Et ben, il y a un peu plus de balkanisation. Écoutez, pour six pays, on a à peine 30 millions d'habitants. Les pays comme le Gabon, on n'a même pas 1 million d'habitants. La Guinée équatoriale, qu'on prend ces 2 pays, ben, on peut pas dire que ce soit des États au sens moderne des États, mais on va les respecter par rapport à leur souveraineté. C'est vrai qu'écoute, au niveau du marché commun, ça ne constitue pas un marché assez commun, assez large pour pouvoir développer, j'allais dire, des échanges. Et ça, c'est qu'un point parmi les grandes avancées que j'ai notées tout à l'heure. Mais in fine, il y a la volonté politique qui est absente dans cette intégration sous-régionale. Daniel Ngassiki, vous partagez cette opinion? C'est la volonté des États qui manque le plus?
Oui, je pense, mais il faut quand même y mettre des réserves parce que s'agissant notamment de la CEMAC, il est vrai que du côté de la CEDEAO, ça avance plus vite, mais au niveau de la CEMAC, quand on parle de volonté politique, il faudra quand même différencier les situations. On oublie souvent qu'au niveau de la CEMAC, il y a 6 États. Et pour ces 6 États, depuis toujours, il y a 4 États qui ont la liberté de mouvement des personnes, sans aucune difficulté. Lesquels? Entre le Cameroun, le Centrafrique, le Congo et le Tchad, oui. La circulation entre les personnes existe depuis toujours. D'accord. Et je rappelle aussi que, par ailleurs, ces pays représentent à eux seuls 93% de la population, 50 millions au total sur près de 54 millions. Donc on a déjà quand même depuis toujours, s'agissant de la circulation des personnes, oui. Vraiment depuis même des décennies, une liberté de mouvement oui. Sans problème. On ne va pas dire sans problème. La liberté de mouvement reste officieuse. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez qu'interpeller dans un pays tiers sans évoquer le droit à un moment donné. Donc, ça veut dire que c'est au bon vouloir de chaque policier ou alors de chaque citoyen du pays tiers. Il faut acter, oui, officialiser. Donc, le dernier Ngassiki. Allez-y. Oui, absolument. Je suis d'accord sur ce plan-là, mais il faut savoir que les tracasseries, notamment vis-à-vis de la police, s'appliquent y compris les nationaux. Donc je veux dire vraiment, concrètement, pour ces 4 pays que je venais de citer, la liberté de circulation des personnes est effective depuis des décennies, on peut dire. Elle est effective, mais elle n'est pas consacrée dans le cadre de l'intégration régionale. Elle est consacrée puisque bilatéralement, ça se fait comme cela. Maintenant, on a toujours eu pendant un certain temps des difficultés avec les 2 pays que je n'ai pas cités parmi les 6. Et donc cela fausse un peu l'appréciation que l'on peut avoir sur l'intégration en Afrique centrale. Mais je suis d'accord avec mon prédécesseur sur ce qui est des difficultés qu'il y a. Effectivement un peu la volonté politique, mais il y a également le manque de diversification des produits et surtout en Afrique centrale les infrastructures de transport qui ne relient pas correctement les 6 pays membres. Voilà ce que l'on peut dire. Daniel Ngassiki, vous avez été secrétaire général de la BEAC, la Banque centrale de l'État d'Afrique centrale. Et près de 60 ans après l'indépendance, comment expliquer que ce soit dans la région la plus riche en termes de ressources naturelles qu'on enregistre la plus faible interaction commerciale entre les pays concernés? Oui, c'est un peu ce que je venais de dire. Nous avons la même monnaie. Souvent, on veut croire que la monnaie ne sert à rien. Enfin, que la monnaie, le CFA qui est la monnaie unique, n'a pas aidé à l'intégration. C'est souvent un peu là aussi des problèmes de perspective parce que on est loin d'imaginer ce que ça donnerait si on n'avait pas la monnaie unique. Enfin, si on n'avait pas le même... Mais en termes de marchandises, par exemple, quels sont les flux de marchandises qui sont échangés entre les pays? En termes de flux de marchandises, il semble qu'il s'avère que les économies sont très peu diversifiées, en dehors d'un commerce qui se fait pour l'essentiel, surtout avec le Cameroun, qui présente une meilleure gamme de produits. Mais entre les autres pays, en plus des problèmes de transport, il y a l'homogénéité de la production. Donc, c'est des produits primaires pour la plupart, et produits primaires. Donc l'échange est assez difficile. Voilà, l'homogénéité de la production et des matières de base. Donc ça fait que ça explique cela beaucoup plus que par la monnaie. C'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont évidemment, disons, monoproducteurs du pétrole, par exemple. Voilà, par exemple, le pétrole et qui est exporté. Donc, si vous prenez le pétrole qui est exporté, la plupart des pays sont déjà producteurs de pétrole. Les exportations sont constituées de pétrole. Donc, si le pétrole ne s'échange pas entre les pays, forcément, vous voyez, l'intégration commerciale statistiquement
apparaîtra bel et bien faible. Stéphane Bellé, c'est vrai que s'il n'y a pas de marchandises à échanger, difficile d'imaginer qu'il y ait une dynamique commerciale entre tous ces pays-là. Il y a, comme vient de le dire Dalen Gassiki, il n'y a pas une diversification, en tout cas des productions locales. Il n'y a pas une diversité, mais n'empêche, s'il n'y a pas de marchandises, il y a des services. À un moment donné, là aussi, je pense qu'au niveau des communications, on aurait pu développer cet atout. Donc, ce qui n'est pas fait. Donc, si vous prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a des vraies marchandises qui sont très bien échangées. Il y a un vrai commerce global. Il y a un vrai commerce global qui est échangé. Au marché de Dantokpa à Cotonou, enfin, il y a des marchés qui créent une véritable dynamique commerciale dans une région. Tout à fait. Vous parlez de Dantokpa à Cotonou, dont part, j'allais dire, que ça soit dans le nord Cameroun avec Koussiri qui permet de desservir le Tchad et puis une bonne partie de la République centrafricaine. Quand on va au niveau du sud aussi, on se rend compte qu'il y a qui aussi au jour d'aujourd'hui, qui se situe, j'allais dire en Guinée équatoriale, devient aussi un pôle assez compétitif de marchandises, mais qui reste du négoce. C'est pas des marchandises transformées. Ça veut dire que c'est de l'import, export avec zéro transformation, qui fait qu'il n'y a aucune valeur ajoutée au niveau de la sous-région. Les marchandises viennent éventuellement d'Espagne avec un taux, comme il n'y a pas un tarif extérieur commun, alors ils peuvent que réexporter vers le Cameroun ou vers le Gabon, et certaines marchandises, surtout des cultures ouvrières, qui partent du Cameroun, j'allais dire d'autres pays, vers le Gabon ou vers la Guinée équatoriale. C'est que foncièrement, il n'y a aucune structuration du développement des économies autour du commerce. Alors, tout à l'heure, Dalen Gassiki évoquait la question des infrastructures. C'est vrai que c'est l'une des rares régions où il y a un certain nombre de pays qui ne sont même pas reliés par des routes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a un effort qui est assez fait, parce que vous allez noter, il y a une route, j'avais dit transnationale, qui relie au jour d'aujourd'hui, c'est une partie du sud Cameroun avec un pont qui a été aménagé vers la Guinée équatoriale, vers le Gabon et vers aussi vers un certain nombre de pays comme la République centrafricaine, mais ça reste, j'allais dire, des routes nationales, pas des autoroutes, qui ne permettent pas un flux croissant et qui ne permettent pas aussi des échanges assez conséquents. Donc ça reste peut faire mieux, j'allais dire peut faire mieux, il y a des grandes avancées qu'il faut faire, il y a des grands principes qui sont annoncés, qui sont écrits. Quand vous allez sur le site de la CEMAC, vous voyez l'agenda, il est assez fourni, il y a un agenda qui est assez fourni, mais aucune réalisation ou très peu de réalisation au jour d'aujourd'hui. Vous voulez dire que la CEMAC, c'est une zone des promesses sans lendemain? Des grandes ambitions, j'allais dire, sans lendemain. Oui. Donc, c'est des grandes ambitions. Je suis sûr que Dalen Gassiki va modérer votre propos, va nuancer en tout cas. Mais on a été rejoint par Noël Magloire Ndoba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, ancien doyen de la faculté des sciences économiques de l'université Marine Gouabi de Brazzaville. Et vous avez été aussi, vous avez été le conseiller chargé de la prospective de l'ancien président congolais Pascal Lissouba. C'est bien ça, hein? Oui, c'est cela. Bon, il faut dire que je suis d'abord enseignant-chercheur à la base. Actuellement, je suis consultant dans certaines organisations internationales. Et le sujet du jour est d'autant plus important qu'effectivement, j'ai longtemps enseigné l'intégration régionale. Vous avez enseigné quelque chose qui n'existait pas beaucoup. Quelque chose qui n'existait pas beaucoup. C'était un grand projet, tout cela dit. Grand projet politique, s'il en est. Oui, s'agissant de l'Afrique centrale, on doit dire qu'on ne peut pas, prenons l'Afrique centrale au sens CEMAC. C'est ça. Puisque l'Afrique centrale... Nous parlons de la CEMAC. C'est assez. Oui, bon, alors, si nous parlons de la CEMAC, il faut dire que la CEMAC, c'est bien sûr la continuation de ce qui était l'UDEAC à l'époque, avec les tarifs extérieurs communs. Cette logique a continué. Qui était essentiellement une union douanière. Une union douanière, bien sûr, économique d'Afrique centrale, une union douanière avec le principe du tarif extérieur commun, mais la logique étant, dans la théorie économique, ce qui a été appliqué pour l'Union européenne, ce sont ces étapes de l'intégration économique. On commence par une zone de libre-échange, on commence par l'union douanière, ensuite on passe à la zone de libre-échange, ensuite c'est l'intégration économique, c'est-à-dire on fait une communauté économique, ensuite on passe à une communauté monétaire, et puis, si possible, à une unité politique. Mais l'Afrique centrale, comme l'Afrique de l'Ouest, disons au sens UEMOA, ont suivi les deux processus. Étapes, des processus similaires avec des résultats bien sûr différents, qui sont tels qu'aujourd'hui, je crois, il faut peut-être aussi comprendre votre question de tout à l'heure, au sens de l'interrogation sur le constat de faiblesse, le constat de retard, comprendre cette question non pas en y répondant par le constat
de ce que, de un, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour la circulation des marchandises, de deux, il n'y a pas suffisamment de différence dans les spécialisations de ces différents pays. Mais vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais Stéphane Bellès soulignait fortement la volonté politique et aussi la nature des États, peut-être, qui n'est pas forcément... Naturellement. Je crois qu'il faut le dire très clairement, mais en précisant qu'il y a les institutions et les acteurs. Bon, il y a des institutions qui ont tenu un discours. Le discours dont parle le collègue Stéphane Bellès. C'est le discours qui existe dans tous les documents, depuis effectivement la mutation de l'UDEAC en CEMAC, et parallèlement en Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il y a, c'est que les acteurs qui ont été choisis ont tenu ce discours sous diverses influences. Il faut savoir tout de même que c'était un contexte, celui du plan d'action de Lagos, c'était un contexte qui était celui du projet de marché commun africain. Pour le plan de Lagos adopté en 80 prévoyait la communauté économique africaine pour l'an 2000. Et c'est en 82 que la CEAC, par exemple, est créée, alors que la CEDEAO, déjà en Afrique de l'Ouest, avait été créée en 75. Ces processus ont eu ce type de démarche collective au niveau africain, sous l'impulsion d'Edem Kodjo, il faut lui reconnaître. Ces processus ont eu un impact. Edem Kodjo, ancien Premier ministre du Togo. Mais ancien secrétaire général de l'OUA. Voilà. Mais il faut bien souligner que les acteurs sont mis dans des choix qui sont des choix non pas d'attentisme ou des fatalismes bureaucratiques. Non, ils ont fait des choix politiques qui étaient de ne pas faire avancer l'intégration régionale. C'est un choix politique. C'est des choix politiques. Et je pense que il faut saluer des acteurs qui ont pu fournir l'énergie nécessaire et exprimer la volonté utile et prendre quelques engagements. Lesquels, par exemple Je voudrais aujourd'hui saluer l'un de ces acteurs qui est décédé avant-hier, un Congolais, un économiste congolais qui, après avoir étudié à Moscou, a été directeur d'Agri-Congo au Congo. Et ensuite, il est devenu, il a été à Harvard et il a été récemment l'un des accompagnateurs du général Moukoko comme candidat en 2016. Il s'agit de Gérard Boukambou, qui est décédé, un économiste dont il faut dire qu'il sera utile qu'on lui rende hommage et que pour la paix dans le pays... Il y a l'action des économistes, il y a l'action de la société civile, l'action des intellectuels aussi, mais c'est vrai qu'au sommet, je dirais, de l'État, il y a peut-être des résistances, ou en tout cas des choix politiques, hein, comme vous disiez d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut dire très clairement que c'est la nature de ces États, la culture politique de ces acteurs qui constituent un frein majeur à l'intégration, à l'avancée en tout cas de l'intégration régionale? Si vous voulez que je le précise, oui, s'il vous plaît, ou trois. Premièrement, effectivement, vous avez raison de dire que les acteurs, ce sont en premier lieu, bien sûr, ceux qui détiennent le pouvoir d'État, puisqu'il s'agit d'organisations intergouvernementales. Absolument. Souligner. Mais il y a d'autres acteurs que sont et que devraient davantage être au niveau du leadership. Les universitaires, les intellectuels. Encore faut-il les associer. En 86, non, ils peuvent prendre des décisions. Ils peuvent prendre des décisions de s'organiser puis de revendiquer. Mais non pas de décision souveraine. Non, pas de décision souveraine pour promouvoir les institutions, mais des décisions pour tenir un discours, promouvoir des propositions. Ils le font. Oui, non, ils le font très peu parce qu'il n'y a pas des travaux de recherche. Et sur ça, j'aurais bien voulu, l'apport des intellectuels aurait été au niveau des travaux de recherche avec un certain nombre de statistiques. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des statistiques qui veillent qu'on puisse aller chercher à la CEMAC. On sont obligés d'aller remonter à un moment donné au niveau de la Banque mondiale et éventuellement donc ces institutions extérieures. Mais ça n'enlève rien quand même aux travaux des intellectuels. Je dis oui, soit la vulgarisation n'est pas, parce qu'il y a un travail de vulgarisation qui doit être fait. Au jour d'aujourd'hui, je dis, pour préparer l'émission, par exemple, j'ai cherché un certain nombre de documents et mal m'a été donné de trouver des informations plus pertinentes dans des sites hors extra CEMAC. Et ça, c'est pas une chose qui devrait exister. On va marquer une pause, messieurs. On va marquer une pause technique. Hein. On revient dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce débat consacré à ce laborieux processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Ne partez pas, à tout de suite. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau.
Laborieux processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Nos invités, Yves-Stéphane Mbele, Noël Magloire Ndoba et depuis Brazzaville, Daniel Ngassiki. Daniel Ngassiki, justement, alors, on va prendre, un fait d'actualité pour éclairer le débat. Depuis 4 ans, les 6 pays de la CEMAC font face à une sévère crise économique ou budgétaire qu'on a attribuée dans un premier temps à la chute des cours du pétrole. Alors les conséquences sont multiples. Les pays sont menacés d'une dévaluation de la monnaie CFA. Ils sont portés à bout de bras, on le sait, par le Fonds monétaire international, le FMI. Daniel Ngassiki, est-ce que cette crise aurait eu la même acuité s'il y avait eu des mécanismes de solidarité économique et budgétaire entre les pays de la zone CEMAC? Oui, la crise est bien sévère. Elle a bel et bien pour un des aspects la chute des prix du pétrole. Mais bien entendu, ça c'est aussi la conjoncture. Oui. Mais c'est d'abord effectivement les questions liées à la faible diversification de l'économie qui font que lorsque le pétrole subit des coûts de ce type-là, c'est toutes nos économies de base pétrolière qui en souffrent. Oui. Oui, il est vrai que s'il y avait des mécanismes, la crise aurait peut-être pu être plus facilement résorbée, mais des mécanismes quand même existent. La première étant la monnaie. Bon, je ne veux pas trop y insister, mais la monnaie fait partie des mécanismes régulateurs de la crise de la région, vous voulez dire? Oui, je veux dire que la solidarité monétaire qui est tout à fait effective. Oui, ça ne règle pas la crise pour autant. Non, ça ne règle pas la crise pour autant. Loin s'en faut, loin s'en faut. Oui, loin s'en faut, mais elle a quand même aidé à maintenir les capacités d'importation pour les pays qui pouvaient véritablement en souffrir. Oui. Donc, le fonds CFA, pour le citer, est un mécanisme effectivement de solidarité en Afrique centrale et partout où elle est, même en Afrique de l'Ouest. Maintenant, les pays au niveau budgétaire n'ont pas de lien comme tel, sans compter quand même malgré tout des aides budgétaires qui ont pu se faire au moment où certains pays se portaient mieux. Oui. Mais effectivement, les mécanismes de solidarité devraient pouvoir être consolidés pour mieux gérer les crises. Mais également, il y a des fonds aussi de politique économique à continuer véritablement d'améliorer en termes de diversification et d'attractivité. Parce que l'un des problèmes, notamment en Afrique centrale, est que lorsque en interne, les ressources internes ne sont pas abondantes, il y a très peu de ressources externes qui viennent combler en quelque sorte les déficits. Vous parlez des ressources financières ou des ressources Je parle notamment des ressources financières qui peuvent venir par le jeu de l'attractivité internationale. Je veux dire, par exemple, la fuite des capitaux devrait suffire à équilibrer les comptes, in fine. Là, c'est Yves-Stéphane Mbele qui vous parle. Tout à fait. Oui, c'est un des aspects. Mais en même temps, je veux dire que s'il y avait une grande attractivité de nos économies, notamment par le climat des affaires et autres et tout cela, il pouvait y avoir des apports de capitaux venant combler les déficits de financement que l'on pourrait constater par ailleurs. Oui, l'attractivité vient aussi des productions internes. Il n'y a pas de production interne. Et est-ce que les pays concernés tirent les bonnes leçons de cette crise? Parce que on a le sentiment que tout le monde attend les bons offices du FMI comme si c'était une solution extraordinaire, alors que le FMI n'a jamais été, qu'un remède occasionnel. Oui, non, le FMI n'est jamais qu'un remède occasionnel. Le FMI ne vient jamais que pour un accompagnement. Donc, si en interne, on ne fait pas on ne mène pas un certain nombre de politiques, ce n'est pas le FMI qui peut venir. C'est comme il vient au secours, il ne vient pas pour faire à la place. Bien sûr. Donc, il y a des efforts, notamment des stratégies économiques bel et bien à tisser. Et l'un des points faibles, en tout cas qui sont facilement identifiables, c'est que l'attractivité est faible. Voilà, le climat des affaires est faible. Bon, lié à tout le reste, il peut y avoir les éternels problèmes liés à l'état de l'administration,
les problèmes de gouvernance, pourquoi pas? Il ne faut pas se gêner de les citer. Si. Et ils sont au cœur de la situation, oui. Voilà, qui font que quand la crise arrive, notamment par le prix du pétrole, eh bien, il n'y a pas de soupape. Et vous en savez quelque chose au Congo-Brazzaville, en tout cas, en ce moment. Daniel Gaziki, on va écouter Noël Magloire Ndoba qui voulait intervenir rapidement. Ensuite, je vais revenir avec vous, Noël Ndoba, sur la question de la libre circulation des personnes, quand même. Allez-y. Oui, absolument. Je voudrais dire deux choses. Mon compatriote, M. Gazaki, indique bien sûr des évidences, mais je crois qu'il faudrait s'interroger sur au moins deux choses. La première, c'est que la Banque centrale, on le sait, elle applique des règles qui sont convenues dans les conventions que l'on connaît, et les parties prenantes étant bien sûr les différents États, les chefs d'État, et aussi la France, dans le cas de la zone franc. Alors, il y a une décision importante aujourd'hui sur laquelle il faudrait bien que l'on s'interroge. La décision qui a été prise en décembre 2018 sur la réglementation d'échange. Et cette décision affecte aujourd'hui énormément les populations, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora, puisque ceux de la diaspora en Afrique centrale ne peuvent plus envoyer des devises aux familles. De même, ceux qui sont au pays ne peuvent en envoyer à l'étranger. Et il y a un manque de liquidité en devises aujourd'hui. Et entre les transactions même entre les banques et les acteurs du marché d'échange sont devenus très très difficiles et très compliqués. Il y a un marché noir qui s'est développé sur le change, et tout se passe comme si la fixité, ou plutôt la parité fixe entre le franc CFA et l'euro ne fonctionnait plus. Donc il n'y a pas une meilleure manière de casser la seule disposition favorable pour les Africains qu'il y a dans la zone franc. Cette décision de décembre 2018, comment elle peut avoir été prise, si ce n'est pour suivre une politique libérale qui n'est même pas inscrite dans les textes de la zone franc, de un, de deux, si ce n'est pour favoriser l'oligarchie qui a les moyens de jouer avec les devises comme elle l'entend. Vous l'avez dit. On va revenir à l'intégration régionale pour pouvoir parler de la libre circulation des personnes. Alors il faut rappeler pour les auditeurs qu'en octobre 2016, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et la Centrafrique avaient, au terme de longues négociations, entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC, mais à certaines conditions. Alors, le Cameroun a conditionné son application au principe de réciprocité, autorisant la libre entrée sur son territoire uniquement aux ressortissants dont les pays ont appliqué l'accord. On peut également rappeler le cas de la Guinée équatoriale qui avait conditionné cet accord à la mise en place de pièces d'identité biométrique et ne s'est pas pressé d'ailleurs pour l'appliquer. Et par ailleurs, le Gabon aussi, qui n'a pas ouvert ses portes à tous les ressortissants de cette zone CEMAC. Alors, je voulais rappeler tout cela, Yves-Stéphane Bellé, parce qu'on a appris il y a quelques jours que la Guinée équatoriale avait décidé d'ériger un mur à sa frontière avec le Cameroun. Alors, on se dit, voilà une décision, par exemple, qui est complètement contraire aux principes fondamentaux de l'intégration régionale, quoi. Et justement, surtout quand on se rappelle que dans les années 89, où il y avait le mur de Berlin, ce petit État se trouvait dans une situation un peu, qu'on ne veut pas dire enviable, mais que au jour d'aujourd'hui, elle entreprend, j'allais dire, une désintégration régionale au lieu d'une intégration. Et c'est là que je parle de volonté politique. Et pour répondre aux auditeurs, c'est de écoute, finalement, au niveau des tests de loi, tout est clair depuis 30 ans par rapport à le fameux passeport. Alors le fameux passeport, écoute, je ne pense même pas qu'il soit d'actualité. C'est resté lettre morte et je pense qu'il verra très peu le jour. Si. Le passeport existe, sauf que tous les citoyens de la région ne l'ont pas. Tous les citoyens de la région ne l'ont pas, et même quand on l'a... Et chaque pays avance à son rythme. Chacun avance à son rythme, et même quand on a toujours cette obligation des visas. Oui. Vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Donc, j'allais dire, le passeport n'a de passeport que de nom, mais il ne permet pas de passer les ports comme ça aurait été, d'après les accords de Genève, qui ont été repris, je pense, par un certain nombre d'États. Comme pour dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En parlant d'intégration et je pense, du manque structurel qui existe au niveau sous-régional. On est passé par les programmes d'ajustement
ajustements structurels dans les années 80, 90. Au jour d'aujourd'hui, on s'achemine petit à petit parce que finalement, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'intégration économique. Oui. Et in fine, les populations se retrouvent prises en otage, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans un no man land, en quelque sorte, avec beaucoup de difficultés. Daniel Ngassiki, alors, il y a une contradiction à instaurer un passeport commun, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, tous les citoyens de la CEDEAO ont un passeport commun désormais. C'est un symbole fort, le passeport. Alors, comment on peut expliquer que d'un côté, on instaure ce passeport, en tout cas dans les textes, et que par ailleurs, certains pays continuent d'exiger des visas aux ressortissants de cette zone CEMAC? Tout en érigeant des murs. Et je voulais aussi votre commentaire sur ce mur de la Guinée équatoriale qui évidemment pulvérise toutes les professions de foi sur l'intégration régionale. Oui, disons, pour le passeport, vous savez, il y a toujours... les textes vont toujours plus rapidement que leur mise en œuvre. Pas toujours, les textes viennent parfois régulariser un état de fait. Oui, bien sûr, mais soyons quand même aussi conscients du fait que... même ces textes-là n'existaient pas. Donc, il a fallu passer par les textes. Oui. Et moi, je suis économiste, donc habitué à prendre un peu de recul au calendrier de l'histoire. Mais l'idée du passeport CEMAC à Daniel Ngassiki, cette idée date de 19 ans désormais. C'était en 2000. Oui, c'est cela. Mais pour la mise en œuvre et les décisions les plus... les décisions qui ont été véritablement prises pour la mise en œuvre sont assez récentes. Et donc, oui, mais je constate qu'en effet, ça n'avance pas. Mais mise en œuvre, je ne sais pas, les passeports ne sont pas fabriqués en Afrique, en quelque sorte, c'est juste entériner une décision. Mise en œuvre parce que les passeports, par exemple... Il y a des pays qui ne jouent pas le jeu, vous dites, les passeports congolais... CEMAC existe, et aujourd'hui, quand on demande un passeport ordinaire, il y a pratiquement que le passeport CEMAC qui est donné. Ça n'existait pas. Mais il y a des Congolais qui doivent demander le visa pour aller dans certains pays de la zone, quand même. Oui, c'est vrai, oui, absolument. À quoi sert le passeport CEMAC alors? Je vous le confirme, mais comme je l'ai dit, les textes précèdent leur mise en œuvre. Non, et donc, on a des difficultés, l'appropriation de tous ces textes et qui font donc que leur mise en œuvre est effectivement assez difficile. Nous le déplorons. Pourquoi vous ne dites pas, Daniel Ngassiki, que les textes se heurtent parfois à l'absence de volonté politique de certains États? Oui, mais cela a été dit dès le début. Oui, mais il faut le dire. Les choses n'avancent pas par manque de volonté politique. Ça a été dit. Oui, mais donc, une fois qu'on l'a dit, on ne va pas le répéter... ne faire que le répéter. La volonté politique est moins affirmée en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Voilà. Comment les résoudre? Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait des pressions également peut-être au niveau des populations. Je vous le signale que je signalais tout à l'heure que quand il n'y a pas de route, comment voulez-vous aussi pour les populations, le besoin n'est pas toujours aussi grand que cela, parce que les économies, on l'a dit, n'offrent pas plus de perspectives d'un point à un autre de la CEMAC, sauf un peu à la marge. Oui, mais il y a qu'à voir le marché du ciment. Il y a qu'à voir le marché du ciment avec d'un côté qui est en quelques années a saisi cette opportunité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un marché qui puisse se faire. Daniel Ngassiki, mais le marché peut se faire, absolument, on le contredit pas. Mais il y a une dynamique aussi du marché qui serait plus forte si les réalités que nous venons de constater n'étaient pas celles-là. Donc il y a des réalités qui gênent l'intégration. Et j'ai saisi aussi l'occasion pour dire que si l'on doit citer les acteurs de l'intégration, ayant quand même, comment dirais-je, la droiture aussi intellectuelle pour dire que quand ça ne marche pas, c'est sans doute les politiques, mais le peu qui a marché, c'est aussi avec les politiques. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, Daniel, il faut quand même le dire, le peu qu'on a pu réaliser, j'ai cru entendre qu'on cite, par-ci par-là, oui, bien sûr, mais citant aussi, il y a une volonté politique qui s'est manifestée de temps en temps. Au niveau des discours, vraiment, qui affirme l'intégration.
Maintenant, la mise en œuvre, vous savez, il faut des financements, il faut plein d'autres choses. Oui, mais on va marquer une pause tout de suite. Mais bon, il faut rappeler que le passeport, c'est un symbole fort. Hein. C'est pas juste un bout de papier. Le passeport vient rappeler généralement que l'intégration n'est pas simplement l'intégration des marchandises, mais que c'est aussi l'intégration des peuples. C'est pour ça que ce passeport est un élément, un symbole fort de l'intégration. On marque une pause, retour dans 2 minutes pour quelques conclusions provisoires. Africa Radio, le grand débat avec Francis Laloupeau. Laborieux processus d'intégration régionale en Afrique centrale à l'heure où l'on met en place une zone de libre-échange continental à ZLEC. Est-ce que l'Afrique centrale peut indéfiniment se soustraire au principe de la libre circulation des personnes et des biens? C'est l'une des questions évidemment soulevées dans ce débat. On peut également parler des pays membres de la CEDEAO qui en ce moment se penchent sur les modalités de la mise en place d'une monnaie commune. On se peut se demander à quel horizon cette question pourrait être inscrite à l'agenda de la CEMAC. Autant de questions en tout cas qu'on ne va pas évidemment épuiser dans ce débat. Nous sommes accompagnés de Daniel Ngasiki depuis Brazzaville, Yves Stéphane Bélé qui est avec nous ici en studio et avec nous également en studio ici, Noël Magloire Ndoba qui va pouvoir s'exprimer sur tout cela. On vous écoute. D'abord, la libre circulation des personnes. Il y a libre circulation des personnes, libre circulation des marchandises dans le cadre d'une communauté économique régionale. Mais dans le cadre d'une zone de libre-échange, c'est la libre circulation des marchandises. Elle ne suppose pas nécessairement la libre circulation des personnes. Là, c'était notre volet. Alors, la ZLEC va donc pouvoir exister à partir d'aujourd'hui. Elle existe puisque mais c'est l'esprit, la majorité en fait. C'est l'esprit politique de la décision qu'on évoque quand on parle de la ZLEC. C'est pas simplement les marchandises, c'est le fait aussi on marque quand même, c'est un acte politique fort. Et quand on voit évidemment, disons que les difficultés, la frilosité des États d'Afrique centrale à faire avancer l'intégration, parce que la ZLEC existera aussi avec toutes les intégrations continentales. Bien sûr, la ZLEC va embrasser l'ensemble des processus qui ont conduit, qui ont abouti jusqu'ici à ce que les différentes communautés économiques régionales puissent avoir... elles ont permis, ces communautés économiques régionales, que l'on prenne la SADC, que l'on prenne la CAC, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, etc. En Afrique de l'Ouest, bien évidemment. Tous ces processus sont consolidés aujourd'hui par la création par le fonctionnement bientôt de la ZLEC. En termes de libre circulation des marchandises, des biens et des services. Mais le volet libre circulation des personnes, vous avez tout à fait raison de l'évoquer, comme vous l'avez souligné dans le cas particulier de la CEMAC. Les blocages que l'on voit à cela résultent de la volonté de certains États de fermer les frontières pour des raisons, il faut bien le dire, ces chefs d'État ou ces États pour des raisons de sécurité, d'une part, et d'autre part, pour des raisons de préservation de marché de l'emploi ou bien de protection d'un certain patrimoine qui pourrait être le patrimoine économique. Bon, alors, mais... comment on arrive à la fin de l'émission, Noël Magloire Ndoba? C'est dommage, parce que je voulais parler de la ZLEC dans un sens qu'il faudrait... des questions qu'il faut creuser. Non, parce qu'on a déjà consacré quelques émissions à la ZLEC. On va le faire aussi prochainement, forcément, puisque la ZLEC est désormais lancée. Mais alors, revenons. Alors, quelles sont les perspectives, très rapidement, de cette intégration régionale en Afrique centrale, selon vous? Alors, les perspectives sont aujourd'hui qu'il faut d'abord les acteurs positifs, les acteurs porteurs d'intégration, ceux qui non seulement pensent en termes d'intégration sous-régionale dans le cadre de la CEMAC, mais en même temps pensent en termes d'intégration dans le cadre de la CAC, et les mêmes devaient pouvoir penser en termes d'intégration panafricaine, c'est-à-dire devaient être porteurs du projet construit depuis le plan d'action de Lagos, réaffirmé à Abuja en 91, reconduit à travers la NEPAD, cette volonté de créer un espace africain qui aujourd'hui est la ZLEC, à un horizon donné pourrait devenir une communauté économique africaine. Il faut porter cela. Et plus loin, porter le projet États-Unis d'Afrique, même s'il faut le penser en des termes plus ou moins progressifs. Oui. Donc la question de l'intégration régionale en Afrique centrale doit être comprise dans cette perspective-là. Cependant, les blocages qu'il y a aujourd'hui viennent des choix faits par les chefs d'État en place qui sont, disons, 3 choix au moins. Premier choix, c'est conserver un espace de pouvoir qui est l'État-nation,
faire prévaloir dans cet espace de pouvoir qu'est l'État-nation les règles qui, en réalité, sont celles de ceux qui pensent, ces chefs d'État-là, ils sont présidents à vie et qu'ils ont besoin de ces espaces-là pour montrer, pour atteindre leurs objectifs de président à vie et puis de prédation des systèmes locaux. Deuxième facteur... Alors, rapidement, je vous presse un peu parce qu'il nous reste 5 minutes et les autres doivent conclure aussi. Alors, non, mais... Oui, bon, si vous permettez. Moi, le deuxième facteur que je vois, c'est que, effectivement, la société civile, les jeunes, les académiques, le monde universitaire... doivent s'engager dans ce processus. Et la société civile, quand je dis la société civile... S'il vous plaît, le troisième point, allez-y. Le troisième point, c'est de réformer la zone franc en sachant qu'il faut en finir pour aller vers une monnaie africaine qui, comme la CEDEAO le fait pour elle-même, bon, on peut regretter qu'il y ait là du cavalier seul fait par les pays de l'UEMOA. C'est quand même plusieurs pays. Par rapport au reste de la zone franc, c'est du cavalier seul, parce que des leaders porteurs d'histoire auraient pu, dans la logique que j'ai indiquée tout à l'heure, les leaders auraient pu traiter ensemble de la question de comment la zone franc... Les autres peuvent suivre certains mouvements qui s'amorcent. Non, mais il y a du cavalier seul. Je regrette. Vous le pensez. Daniel Gassinki, il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Une conclusion rapide, je vous en prie. Les perspectives. Voilà, au niveau des perspectives, je pense que s'agissant de la perspective au niveau continental et les perspectives au niveau de l'intégration, ce qui est certain, c'est que les populations et les politiques sont bel et bien tournés vers, en termes de conception, en termes d'idées, sont tous favorables à la perspective d'intégration. Maintenant, il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Il s'agira de faire des efforts pour lever ces difficultés-là. Je dois aussi dire que on veut toujours y mettre la politique qui compte toujours, mais il y a des intégrations qui se font avec des royaumes qui s'intègrent à d'autres pays pour faire des royaumes. La Belgique est un royaume. Ah oui, d'accord. Mais il y a quand même une démocratie. Voilà. Donc il faut pas toujours dire. Oui, c'est une démocratie. Liée à des politiques. Voilà. L'intégration n'est pas forcément liée à la démocratie. On peut faire une intégration. C'est un royaume démocratique, la Belgique. Voilà. Mais mieux vaut qu'il y ait la démocratie pour qu'il y ait une politique avant-gardiste liée qui va dans le même sens que l'intégration. Mais ne mélangeons pas toujours le fait que la durée au pouvoir peut absolument être contre l'intégration. Merci. Ça se discute. Nous sommes au niveau de la conclusion. Mais je dis seulement que s'agissant de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest lié à l'ECO, il y a aussi une volonté liée à des pays non CFA. C'est ça. Voilà. Et en Afrique centrale, le pays non CFA le plus gros, c'est la RDC, qui n'est pas du tout encore intéressée par des histoires liées à une intégration monétaire. À suivre, en tout cas. Et voilà. Merci. Et en ce qui concerne, je conclue par cela. Alors, il nous reste une minute. On va laisser. Ok, une minute. L'intégration n'est pas un problème, n'est pas raté par la monnaie. En Afrique centrale, la monnaie, le CFA, est une aide à l'intégration. Je conclue comme cela. Merci Daniel Gassinki. Pardonnez-moi, c'est le chronomètre qui m'impose évidemment de vous interrompre ici. Oui, tout à fait. Merci en tout cas infiniment d'avoir participé à ce grand débat. Noël Magloire, Yves Stéphane Bellé, rapidement. Vous avez 30 secondes. Hein. Écoutez, vous savez le faire. Tout à fait. Mais écoutez, je ne vois pas de perspective parce qu'il y a des perspectives, il faut qu'il y ait un cap d'horizon. Donc j'ai plus de réserves que tout ce qui ont parlé dans ce débat. Écoute, tant qu'on est dans une volonté de conservation de l'espace de pouvoir, je pense il y a un échec cuisant qu'on peut constater au jour d'aujourd'hui et que rien n'est fait. Donc j'invite juste la société civile à se saisir de cette opportunité et finalement d'aller de l'avant comme ils ont su le faire, de manière à faire avancer vraiment l'intégration d'une manière officieuse avant qu'elle ne soit officielle. Officieuse, vous dites. Tout à fait. Il faut une pression sur les États peut-être, c'est ce que vous voulez dire ? Tout à fait, il faut une pression. Oui.
Mais je crois que Noël Magloire Ndoba est d'accord avec vous. Je vous vois sourire. Vous êtes d'accord? Il est d'accord avec moi. Vous êtes d'accord tous les deux. Yves-Stéphane Bélé, merci d'être venu. Noël Magloire Ndoba, merci beaucoup. On aura l'occasion de reprendre ce débat qui est loin d'être épuisé, bien entendu. Daniel Gassiki est avec nous depuis Brazzaville au téléphone. Merci à lui. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée exceptionnellement par François Richard. Vous pouvez la réécouter, cette émission en podcast dès ce soir sur notre site africaradio.com. Demain à 18h, vous le savez, rendez-vous avec les débatteurs pour la revue de l'actualité de la semaine. Ça s'appelle Vendredi c'est permis, VCP pour les intimes, demain à 18h. Dans quelques instants, le journal de 19h, 17h TU, présenté par Salah Eddine Gakou, suivi de la rediffusion du journal des auditeurs. Restez à l'écoute de tous les programmes de Africa Radio, tous les programmes de la soirée, bien entendu. Bonne soirée en tout cas à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas encore et encore.